Bon Sylvia, comment vas-tu? Hello David, ça va et toi? Bah, ça va très bien, écoute. Au plaisir de te recevoir sur ce podcast. Tu es officiellement Avec la plaisir, deuxième invitée que je reçois. trop Donc c'est bien. cool. Écoute, pour commencer déjà, que je te fasse un petit récapitulatif de comment ça va se passer. Vas-y. Aujourd'hui, le but du podcast, c'est d'aller explorer un petit peu ton parcours. Savoir comment aujourd'hui tu es arrivé à devenir la Sylvia qu'on connaît, enfin, qu'on connaît tous. Et pour ça, on va aller explorer un petit peu la partie intime de ton parcours, les événements marquants que tu as rencontrés, les obstacles que tu as traversés et tout ça. Donc, je vais faire un petit peu des rétrospectives, je vais faire des bonds dans le futur, on va revenir dans le passé et voilà comment ça va se passer. Si tu as du Vas-y. mal, s'il y a certains sujets qui te semblent trop douloureux à aborder, n'hésite pas à me le dire. Voilà, on va vraiment y aller progressivement. Ça marche, OK? t'inquiète pas. Je suis Donc, prête. pour commencer, écoute, déjà, j'aimerais bien que tu puisses te présenter rapidement, que Ok, tu nous dises un petit peu qui tu es, pour ceux qui ne connaissent pas déjà. ok. Alors, moi, c'est Sylvia. Je suis une femme qui a été... je me décrirais comme une femme qui a été traumatisée plus jeune, surtout sur la période du collège, qui a littéralement changé toute ma vie suite au fait que j'ai été critiquée, jugée sur cette période-là, et que toute ma vie, j'ai cherché à être aimée et être acceptée, ce qui m'a valu une grosse prise de poids et des effets yo-yo constants. Je suis aussi entrepreneuse à côté. J'ai tourné tout mon business de base sur la partie sportive, minceur pour rester clairement dans les codes de la Sylvia du passé, c'est avec qui je viens de mettre un terme. Et aujourd'hui, je suis dans un entre-deux où je viens de clôturer mon business qui accompagnait des professionnels du sport à se digitaliser. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Et là, maintenant, je pars sur de nouvelles aventures qui sont encore un petit peu floues. Mais voilà, je te dirais juste que je suis une femme à la recherche du bonheur, de la féminité et surtout, surtout, un énorme alignement à la personne que je suis pour mon futur business. Ok, écoute, je te remercie. Pour donner un petit peu de contexte, il faut savoir qu'avec Sylvia, enfin Sylvia m'a accompagné durant ces 6 derniers mois avec Marketing Sport, du coup, qui était l'entreprise qui vient juste de clôturer. C'est ça. Juste, j'aimerais, question un peu à part, pourquoi Marketing Sport? Pourquoi déjà arriver dans... Tu as expliqué comme quoi tu es entré dans le milieu du fitness pour rester dans les codes, mais est-ce qu'il y avait une autre raison plus profonde derrière? En fait, tout s'est fait un peu naturellement. Si tu veux le parcours de façon, allez, très, très brève, je, je suis fit girl à l'époque. J'ai la vingtaine, donc enfin fit girl. Je m'entraîne énormément en salle. J'ai déjà une belle perte de poids et je suis une influenceuse à l'époque sur les réseaux sociaux qui est suivie par un coach. Et du coup, je prends ce coach et je me mets en objectif de me dire, je veux avoir la plus belle des transformations possibles pour qu'après, il me repartage et que ça puisse me donner de la visibilité. Voilà. Ok. Finalement, ce coach, on décide de travailler ensemble. Donc, je m'occupe de toute sa communication à l'époque. Donc, c'était il y a 8 ans, je crois. Putain, ça passe vite. Euh, je m'occupe de toute sa communication, site web et ce qui s'ensuit. Et en fait, très vite, je gagne bien ma vie entre lui et d'autres projets et je décide d'acheter un appart. Mais il faut un CDI. Donc, je postule à deux, trois entreprises qui me plaisent bien et dedans, il y a Fitness Park. Ok, donc Et ça a en fait fait, défaut. je tombe clairement donc du coup dans le fitness. Ils me prennent parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait juste avant avec ce coach et d'autres personnes dans le milieu du sport. Et en fait, bah, ça a été tout naturel au Covid quand j'ai décidé de quitter Fitness Park de me dire je vais créer en fait une entreprise qui aide les professionnels du sport, notamment les coachs sportifs, à se digitaliser. Parce que c'était l'un des derniers projets que je devais mettre en place chez Fitness Park. Et je suis naturellement allée là-dessus. Et c'est comme ça que ça s'est créé. On a commencé avec Automatisme Coaching, que j'ai renforcé en agence après avec Marketing Sport. Et c'est comme ça que Marketing Sport est arrivé. Mais je ne vais pas dire que c'est arrivé par passion, mais c'est arrivé parce que c'était un chemin de cohérence en fait. C'était une suite logique et C'est ça. ensuite, parce que, enfin, je t'avais jamais posé cette question en plus auparavant, mais je me suis dit, tiens, des coachs business, il y en a, enfin, c'est pas encore quelque chose de très répandu, mais il y en a quand même pas mal, mais spécialisés dans les professionnels du sport, c'est pas très courant non plus. Et moi, tu vois, c'est quand j'ai vu ton interview avec Nevin, cofondateur Bayesian, c'est ce qui m'a marqué. Je me suis dit, tiens, c'est ce que je cherche, ce que j'ai besoin.
Ce qui fait que je suis venu vers toi suite à ça. Donc, c'est ce qui m'a plu. En tout cas, si tu n'étais pas au courant qu'il y avait un besoin déjà, en tant que fitness mark qui proposait ça, sache que je pense qu'il y a du monde dans mon cas qui souhaitait se faire accompagner directement avec des spécialistes dans le domaine. Oui, Écoute, oui, oui, je vais directement entamer le vif du sujet. J'aimerais vas-y. savoir quel a été l'un de tes moments, peut-être les premiers moments les plus difficiles de ton parcours que tu as pu Waouh! traverser. Quand tu dis début de mon parcours, c'est-à-dire? C'est à partir de quand? Quel âge? S'il y a eu plusieurs événements marquants que tu as Dans pu ma vie, tu traverser, veux en fait, je dire? veux savoir dans ta vie, que ça soit OK, personnel, professionnel, en fait, que toi, dans ta tête, ça a été vraiment un bouleversement, qui était le premier qui arrivait. OK. Le premier, c'est le collège, clairement. C'est le jugement et la méchanceté des autres enfants où je comprends pas ce qui se passe. À ce moment-là, ça clairement, ça bascule ma vie. Je me dis: «Il y a un truc qui va pas, je comprends pas quoi, mais il y a un truc qui va pas». Donc je me renferme, en fait, sur moi-même. Ça, c'est le premier événement, en fait, ultra marquant. Hem, le deuxième, je Attends, dirais, c'est quand on va déjà rester sur le premier. J'ai envie OK, déjà pour comprendre, tu étais dans quel type d'école? Tu étais un lycée général, enfin un collège c'est un général? collège, c'était au collège. Ok. Qu'est-ce qui a fait que il y a eu de la méchanceté, tu as eu du harcèlement? En fait, c'est ça, du harcèlement. Pour que tu comprennes, quand je suis arrivée en sixième, je faisais déjà 1,68 m. Ok, grande. Voilà. J'étais déjà très grande. Sauf que j'étais habillée comme une élève de CM2. J'arrive en sixième, mais je suis une enfant. Sauf que j'ai la taille d'une femme et j'ai les formes aussi d'une femme. À ce moment-là, j'ai déjà de la poitrine, j'ai déjà des fesses. Et bah forcément, pour les personnes qui me voient arriver, je suis une troisième. Ok. Sauf qu'à ce moment-là, dans mon esprit, je ne suis pas une troisième. Je ne suis pas habillée comme une troisième. Je ne parle pas comme une troisième. Et donc, je me prends une rafale de gens qui viennent me critiquer, me juger. Et moi, je frise en fait, parce que dans ma tête, je suis en CM2. Donc, déjà là, ça a été très compliqué. Et bon, bah après, voilà, c'est un fait. Forcément, quand tu es critiqué et jugé, bah, les autres n'ont pas forcément envie de passer du temps avec toi parce que c'est la honte de traîner avec toi. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps toute seule durant cette période-là. J'ai commencé réellement à avoir des amis, je dirais, en quatrième. Mais c'est-à-dire que ma période de sixième, cinquième, je l'ai principalement passée toute seule. Et c'est une période qui a été vraiment hard. T'as pas eu de, je veux dire, quand tu étais en primaire, quand tu arrives au collège, il n'y a pas des amis déjà qui t'ont suivi? Alors, j'avais pas mal de copines, mais le peu de personnes que j'avais très proches quand j'étais en primaire étaient des personnes qui sont parties dans d'autres écoles, Ok. dans d'autres collèges en fait. Du coup, ceux qui t'ont rejoint à l'école, à la même école, c'était soit moins proche ou sinon Et ils ils ont étaient rejoint un peu moins proches et le club des forcément, moutons, quoi. Ils bah c'est sont, ça, forcément, quand tu te dis, ah, Sylvia, c'est la grosse vache, c'est le dinosaure, voilà, eux, ils ont juste pas envie d'être affiliés à ça. Et aujourd'hui, je comprends en fait. Avec le recul, je comprends. T'as pas envie non plus d'être critiqué, jugé, donc tu t'éloignes de la personne. c'est fou quand même à quel point le collège, enfin l'école en Ouais. général, c'est. Ouais. Moi, c'est un peu le combat de ma vie, hein, sur mon parcours aussi. Donc, pas au niveau du harcèlement, mais je sais plus si en fait, ça, je t'ai raconté mon parcours, si. Donc, je le raconte également sur les réseaux sociaux de plus en plus, mais moi, l'éducation, c'est quand même très, très important pour moi. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose en plus de très récurrent avec les personnes avec qui j'échange. Donc, de ton côté, tu es arrivé au collège. Comment tu m'as globalement expliqué comment toi tu te percevais. Comment Mm. les autres plutôt te percevaient, mais comment toi est-ce que tu te percevais? Est-ce que tu avais déjà des ambitions dans ta tête à ce moment-là où tu étais juste j'arrive à l'école, moi je veux juste suivre mon petit cursus et tout va bien, quoi. J'aime beaucoup cette question. Je me souviens, en étant au collège, que je me suis jamais dit, ils ont raison. Je me suis jamais dit, t'es grosse, t'es moche. Je me suis jamais dit tout ça. Je ne comprenais pas en fait pourquoi ils étaient comme ça avec moi. Parce que dès qu'après j'étais à l'extérieur du collège, donc pas vraiment en sixième, cinquième, mais plus à partir de la quatrième, je voyais en fait à l'extérieur du collège que j'avais du succès en fait avec les garçons de mon âge, mais qui n'étaient pas au collège. Euh, je voyais que j'étais juste une personne normale
qui était appréciée à sa juste valeur. Mais par contre, dans l'enceinte du collège, j'étais le monstre. Donc, j'arrivais vraiment en fait à dissocier le au collège, je suis avec, excuse-moi du terme, mais que des connards. Hmm. Et quand je suis en dehors du collège, j'ai une vie qui est, pas dire incroyable, mais dans laquelle je me sens bien. Donc, j'arrivais déjà à dissocier le c'est eux qui sont cons, tu vois. Bien, déjà. C'est en J'avais sixième, tu avais déjà déjà ce ce recul. truc de me dire, ouais, j'avais déjà ce truc de me dire, c'est passager. C'est passager, il faut que tu tiennes le coup. T'inquiète pas, plus tard ça va changer, plus tard ça va évoluer. Je pense que durant cette période-là, j'ai dû vraiment avoir, alors c'est mon côté un peu spirituel, mais j'ai dû avoir quelqu'un qui a dû me protéger, soit une future version de moi, soit, je sais pas. Mais j'avais déjà en fait une protection pour moi à ce moment-là, parce que j'avais toujours une petite voix dans ma tête qui me disait, t'inquiète pas, c'est passager, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, juste accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Et ça résonnait en permanence. Tu vois, en ce qui me concerne, pour faire un petit peu le parallèle, j'ai jamais vécu d'harcèlement, mais je suis arrivé au collège, j'étais un peu gros. J'étais bouboule, j'étais gras. Enfin, plutôt gras, pas gros. Mais ça a jamais correspondu un peu au standard des autres, qui étaient clairement tout minces, mais vraiment des aiguilles. Et on se foutait souvent de ma gueule avec des blagues. Tiens, David, il savait même pas, parce qu'il n'y a pas de rime avec mon prénom, David tombe dans son bide, genre, il fallait trouver quelque chose. C'est nul, mais Mais c'est j'ai eu nul. également le même discours interne depuis toujours. Moi, je connaissais déjà ma valeur d'une certaine manière, même à cet âge-là, et je me suis dit, en fait, ça m'impacte pas, je sais de quoi je suis capable, peu importe, ça me passe au-dessus. Et le fait de penser comme ça, bah, c'est les discours ont vite changé. Après, j'ai vite changé ma perspective et le fait de me dire, bah, il faut que. Enfin, moi, je me suis dit, il faut que ça cesse également qu'on me voit comme ça, et ce qui fait que ça a changé. De ton côté, comment ça a commencé En fait, je veux savoir jusqu'à où ça a été cet harcèlement, si c'est pas si tu veux en Ouais, parler. Comment ça a commencé et jusqu'où ça a été? Alors, ça a commencé le premier jour où je suis arrivée en sixième et ça a continué jusqu'au lycée. Je dirais que ça a continué jusqu'à ça c'est seconde, première, terminale, jusqu'en première. Ouais, jusqu'en première, on va dire que ça continuait. C'était beaucoup moins puissant parce que bah forcément le peu de personnes qui suivaient en fait dans le lycée où j'étais, quand je passais devant eux, ils pouvaient pas s'empêcher de se foutre de moi. Mais je savais que c'était un petit moment et en général, j'évitais d'aller là où ces gens se trouvaient. Donc ça allait, mais ça m'a suivi, ouais, enfin vraiment jusqu'en première. C'était que verbal ou ça a été plus loin sur les réseaux sociaux, Non, 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 physique? j'avais pas. C'était pas encore aussi puissant à l'époque les réseaux sociaux. Il y avait des skyblogs à l'époque, Ok. Euh, mais enfin moi j'étais pas encore sur Instagram à l'époque. Je sais même pas si c'était vraiment. C'est pas arrivé tout de suite. Euh, Des générations MSN, tout ça? Ouais, 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 c'était Ouais. MSN à fond. Euh, non, 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 j'ai pas eu de violence physique. Mais tu sais quoi, franchement, je pense qu'avec du recul, je vais pas dire préféré, mais j'aurais cherché peut-être plus à me défendre s'il y avait eu du physique. Que là, le psychologique, je gardais tout en fait. Je gardais tout à l'intérieur de moi en me disant courage, ça va passer, ça va passer, ça va passer. La seule fois où il y a eu du physique, c'était en cours de PS. C'était une petite nana, pour le coup, qui devait faire 1,55 m. On était en cours de boxe. Et je vois tous ces connards qui lui disent vas-y, défonce-la, défonce-la. Et moi, je suis vraiment en mode, mais elle pense vraiment que là, du haut de son 1,55 m, 60, là, elle va réussir à me défoncer. Et donc, je la vois essayer d'arriver à vouloir me taper. Je lui mets juste la main comme ça, en fait, sur sa tête. Parce que moi, je ne veux pas taper. Je reste dans ce côté un peu passif. Mais je l'empêche, en fait, de me taper, quoi. Ah, elle était vraiment partie pour te taper. Ouais, Ok. ouais, ouais, elle avait envie de me défoncer et de montrer à tout le monde qu'elle pouvait me défoncer. C'est fou. En fait, t'es arrivé, t'étais le bouc mystère. Il en faut toujours un, en plus à Ouais, l'école, malheureusement. clairement, Mais clairement. et beaucoup en plus à l'école, au collège, enfin surtout au collège, les gens cherchent, ils essaient de se rattacher à un groupe. Enfin, l'humain, c'est un être social, c'est un animal social. Donc le fait de se rattacher à un groupe, c'est plus simple. Se confronter à eux, c'est plus dur, mais pourtant, ça forge le caractère. Et ce qui explique déjà, en fait, moi, toi, pourquoi c'est intéressant de se poser toutes ces questions, c'est que ça explique déjà un peu la Sylvia que moi je connais et le fait que tu es entrepris. Souvent, les gens qui entreprennent, c'est soit les enfants qui sont au fond de la classe, soit les enfants qui ont vécu
Alors pas tout le monde, mais une grande majorité des enfants qui ont vécu des moments difficiles comme ça. Parce Mm. que mentalement, il y avait déjà ils ont dû se renforcer tôt. Et moi, c'est ce que Ouais, je vois en toi. ouais, clairement. Donc tout ça, mentalement, tu as quand même réussi enfin, à le passer. Est-ce que ça a eu des répercussions en dehors de l'école? Est-ce sur, par exemple, sur ton travail plus tard, sur ta vie de famille, sur des choses comme ça? Ou quand tu rentrais, enfin, ou même juste quand tu rentrais chez toi? Je sais pas si ça a eu des répercussions sur les autres. Ce que je sais, c'est que ça a eu des répercussions sur ma propre vie à moi. Ça, c'est certain. Euh, le fait de pas oser poser mes limites, le fait d'avoir ce besoin que tout le monde m'aime, le fait de rentrer dans de la dépendance affective, euh, le fait de vouloir constamment ressembler à la norme, alors qu'aujourd'hui, pour rien au monde, j'aurais envie de retourner aussi maigre que j'ai pu l'être à un moment donné. Je pense juste que la seule personne que ça a impacté dans cette histoire, c'est juste moi et pas spécialement mes proches. J'ai jamais voulu impacter les autres avec ce que moi je vivais. Tu vois, même quand il y a eu les périodes où je me suis trouvée plus ronde, je m'interdisais de dire à mes chéris de l'époque que je me trouvais grosse, que je me trouvais pas assez, parce que je voulais toujours donner une bonne image et que la personne qui partageait ma vie à ce moment-là puisse se dire je suis avec quelqu'un qui a quand même confiance en elle. T'en parlais quand même? Genre, est-ce que tes parents étaient au courant de ça? Est-ce qu'ils sont au courant Il y a, aujourd'hui? ouais, il y a pas longtemps, c'était l'hiver dernier, on a fait Noël avec ma famille. Et on est reparti du coup devant le collège, parce que moi j'avais besoin en fait d'enterrer la hache de guerre avec ce collège-là. Et je me suis mis à fondre en larmes devant le collège et à parler en fait, à parler à ce collège et à pardonner aussi les gens qui m'avaient fait du mal dedans, qui aujourd'hui sont des adultes. Et je revois la tête de ma mère qui me dit à ce moment-là, je pensais pas que ça t'avait autant impacté parce que tu m'en as jamais parler comme je le vois là, en fait, dans tes yeux. Et peut-être que plus petite, j'ai pu lancer des signaux à mes parents pour leur faire comprendre que c'était compliqué. Mais mon frère, qui lui est arrivé 2 ou 3 ans après moi au collège, a vécu, je pense, 10 fois pire que ce que moi j'ai vécu. Lui, ça a été mais le summum. Il se faisait critiquer, il se faisait harceler verbalement, mais aussi physiquement. Enfin, il revenait toujours avec la tête défoncée, le nombre de fois où il a dû aller à l'hôpital. Donc, je pense qu'il y a une partie de moi qui me suis dit, vu que mon frère vit déjà des trucs extrêmement compliqués, bah, je suis peut-être pas légitime à en parler. Tu vois ce que je Vous, veux dire? je vois ce que tu veux dire. Mais vous vous ressemblez dans le caractère avec ton frère? Ça dépend, mais je pense que tous les deux, on a énormément gardé en nous des éléments de notre vie qui nous ont fait beaucoup de mal. C'est fou quand même. Enfin, je veux dire, ton frère par rapport à toi, c'est un rebelle, bah, après, Pas du tout. c'est dire ce que je dis, mais c'est un garçon. Je veux dire, le fait qu'il se batte, toi, quand tu dis que c'est physique. Non, il se bat pas. Il se faisait battre. Ah, il se faisait. Ok. Il se faisait battre. Mon frère, c'était vraiment la victime, mais au summum. C'était vraiment hardcore ce qu'il avait vécu. C'était juste un gamin trop mignon, trop gentil, qui avait pas les codes, pareil, de ce que devient un bonhomme. Euh, et il a vécu 10 fois pire que moi. Voilà. C'est pour cette raison qu'il va normalement bientôt me rejoindre à Bali, lui, pour aussi extérioriser un petit peu tout ce qu'il a vécu Vous et avez qui beaucoup de garde différence aujourd'hui avec ton frère en âge? 3 ans. 3 ans? Ok. Donc, Ouais. pourtant, c'est à peu près la même génération. Enfin, après, ça évolue. Ok. Mais écoute, bah, je vais l'inviter sur le podcast. C'est un Non, mais entrepreneur aussi, hein. c'est un entrepreneur? Ouais, c'est un expert en SEO. Ok. Écoute, est-ce que à ce moment-là, pour revenir à toi, à partir de quand tu as eu ce déclic pour passer ce cap?
est-ce que tu t'es senti capable de surmonter en fait ce qui t'est arrivé rapidement? Est-ce qu'il y a eu un On événement parle de peut-être quand? qui t'a- On parle de quand? Quel moment? Quelle période? Tu m'as dit que ça a été du collège jusqu'au lycée. Ouais. Est-ce qu'au lycée, c'est l'âge juste qui t'a fait, est-ce que c'est le fait de changer d'environnement? Est-ce que c'est l'âge qui t'a fait mûrir, enfin, le fait de mûrir qui t'a fait changer de perspective? Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de rencontrer des personnes qui n'avaient pas cette vision de c'est la honte de traîner avec Sylvia, et donc du coup qui me prenaient comme j'étais, euh, sans avoir l'image que je représentais. Donc ça déjà, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'être un peu plus moi-même et pas de vouloir chercher à ce qu'on m'aime. Et je pense que le deuxième point qui m'a beaucoup aidé, ça a été de sentir que au lycée, il y avait aussi des garçons qui pouvaient s'intéresser à moi et de me dire, ok, t'es pas juste le monstre, la dégueulasse, parce que tu vois aussi qu'il y a des hommes qui ont envie d'être avec toi, euh, des hommes qui, pour certains, j'ai pu me dire, waouh, ils sont incroyables, ils sont trop beaux. Enfin, alors j'ai trop de la chance de pouvoir avoir une histoire avec cet homme, tu vois. Et ces deux éléments-là ont fait que je pense qu'il y a une partie de confiance en moi qui a commencé aussi à beaucoup plus arriver, en même temps que l'âge où là, du coup, je commençais à avoir, je sais plus, c'est quoi, c'est 18 ans à peu près. Où du coup, voilà, je prends cette confiance en moi et je me dis, OK, en fait, je sais vraiment ce que je vaux. Ces gens-là étaient vraiment des cons et je sais que je vais avoir une carrière de dingue. Mais j'avais par contre à ce moment-là déjà cet esprit de revanche sur la vie, de me dire que moi, dans tous les cas, j'allais tout défoncer et que j'allais faire des trucs incroyables. Donc, tu arrives au lycée, déjà, tu as 4 ans derrière toi où tu as subi, mais tu as commencé à te construire un quatrième, Cinq. avoir quelques amis. 5? Cinq. T'as redoublé un truc? Ma mère a forcé mon redoublement de quatrième. Mais si elle avait su ce qui s'était passé, je pense que du coup, elle m'aurait fait passer. Mais 5 ans, ouais. Tu arrives Horrible. au lycée, tu as déjà davantage, tu connais les codes, tu sais davantage comment ça se passe. Ouais, Commences à voir, il y a également ce côté où tu t'arrives à te faire, il y a des hommes qui te désirent. Je note ça parce que ça fait plusieurs fois que tu dis il y a des garçons, garçons, garçons. Et je dis, tiens, le fait de se faire désirer, en fait, ça t'a aidé à gagner confiance en toi. Et en fait, bah, complètement. juste, t'étais plus. Bah, t'es arrivé en sixième, t'es déjà trop grand, t'étais déjà une vraie femme, alors qu'au lycée, bah, en fait, c'était dans les standards. Ouais. Du coup, En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je vais donner une anecdote. Je me revois au collège. J'ai un copain en quatrième qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans ce collège-là, du coup, mais qui provient de l'extérieur. Et une fois, on est sur un banc en train de s'embrasser. Et là, il y a un des gars, j'ai envie de dire un des connards, parce que bah, forcément, c'est le mot que j'ai en tête, désolé pour la grossièreté, mais qui nous voit. Et alors là, ça circule dans tout le collège. Ouais, Sylvia, elle a trouvé un mec, euh, des, des, des filles qui me voient passer et qui se disent non, mais je comprends pas comment elle, elle peut avoir un mec alors que moi, j'ai même pas de mec. Enfin, tu vois, c'est dans ce truc-là. Je me revois aussi en cours d'art plastique avec les gens de ma classe, le prof qui dit rien. On est tous en espèce de table ronde là. Et un par un, ils sont tous en train de dire ouais non mais franchement, je comprends même pas comment on peut avoir envie de toucher avec un bâton Sylvia, c'est immonde. Et tout le monde qui rigole. Et les gens qui réenchaînent les uns après les autres. Et le prof qui dit rien. Et je peux te garantir que quand tu entends ça et que toi tu es là, tu te dis mais ça te fout un coup. Je te jure que c'est horrible à vivre. Et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et donc quand tu sais qu'à l'extérieur, tu as quand même ce désir, c'est une partie qui vient rassurer en fait le cerveau pour pas se dire non, t'es pas ce qu'ils sont en train de dire en fait. Ça, c'est leur vision, mais c'est pas ce que toi t'es. Et du mm, coup, quand j'arrive au lycée, bah, ça vient encore plus se renforcer. ok. Tu vois? C'est Mm. plus dans ce sens-là. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est quand je dis l'humain est un animal social. C'est le jour où tu as commencé à. Des personnes qui te rejoignent, qui te font confiance, qui sont en train de t'entourer. Bah,
Ça t'a permis, en gros, ça t'a permis d'avancer. C'est ça. Ok, écoute, c'est déjà lourd dans le sens où ce que tu as traversé. Premier événement marquant de ta vie. Suite à ça, tu as pris une nouvelle direction. Qu'est-ce qui s'est passé pour que un autre événement marquant, du coup, arrive dans ta vie? Est-ce qu'on est dans la même période? Est-ce qu'on est au lycée? Ou est-ce qu'on arrive dans la vie professionnelle? Un événement vraiment marquant qui a tourné ma vie. J'aurais envie de te dire mon switch professionnel, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment un événement qui m'a marqué émotionnellement? Non. Ça a marqué ma carrière. On- Est-ce que c'est important d'en parler? Enfin, parce que c'est Ce pas, point-là, y a rien. en fait, ce point-là, j'y reviendrai à la fin. Ok, donc Si ouais, tu il en est as pas avant, émotionnel. s'il y a d'autres choses s'il y a eu d'autres événements marquants dans ta vie, que ce soit personnel, amoureux, ou Mm. tu peux en parler. Et l'autre, je rebondirai à la fin parce que la vision n'est pas la même, mais j'ai quand même envie de l'aborder. Elle est Ok. intéressante. Je pense que le deuxième événement vraiment marquant, ah bah si, j'allais l'oublier. Euh, c'est à mes 18 ans, quand je pars de chez ma mère. Mes parents sont divorcés. Euh, je pars de chez ma mère violemment pour aller vivre chez mon père parce qu'on s'entend plus à ce moment-là. Et s'en suivra le fait qu'on ne s'est pas parlé pendant plus de 10 ans. Wow. 13 ans exactement. Voilà. Avec ta mère? Ouais. Ok. Et donc 13 ans avec l'absence de ma mère. C'est pas l'événement lui-même que je parte qui a été compliqué, ça a été de me dire que au début, du coup de mes 18 à mes 20 ans, ça a été la période la plus compliquée de me dire je vis sans ma mère. Je n'ai plus ma mère à mes côtés, alors que ma mère, c'était ma meilleure amie. On passait 2 à 3 heures par jour à parler ensemble. Et d'un coup, bam, plus rien. Je passe de ultra complice avec elle à on ne se parle plus du tout. Et ça, ouais, ça a été violent. Qu'est-ce Ça a qui été s'est très passé violent. pour en arriver là? Est-ce que c'est le divorce qui a eu un impact? Je sais pas si je suis encore prête à rentrer dans les détails de cette histoire. C'est toi qui vois. Ouais, je dirais juste que j'ai été mise, moi, en tant qu'enfant, dans des conflits d'adultes où j'aurais pas dû être. Et j'ai été impliquée alors que j'aurais pas dû. Et ce qui a fait que le seul choix possible, c'était le fait qu'on arrête de se parler parce qu'on n'arrivait pas à être d'accord. Voilà. Pourquoi? Ouais, enfin, en fait, t'es long quand même, 13 ans. Ah, je sais, je sais. Personne n'a essayé de faire un pas vers l'autre? Si, si. Mais le problème, c'est que j'ai une mère qui est algérienne. Voilà. Ok. Et désolée s'il y a des Arabes qui écoutent ce podcast, mais ouais, non, les Arabes, l'ego. Mais alors, l'ego, Fois mille, c'est quoi. quelque chose. C'est, voilà. Euh, je pense que l'ego de ma mère était plus costaud que le fait d'accepter qu'on n'était pas forcément en accord et de pouvoir retrouver sa relation avec sa fille. Du coup, à aucun moment, elle s'est dit, tiens, peu importe ce qui s'est passé, on passe à autre chose et ça reste ma fille. Et Ça a été très, très compliqué. Même sur ces 2 dernières années, parce que là, du coup, ça fait une année, un peu plus d'une année à peu près qu'on se reparle. Euh, faut se dire que sur les 2 années avant, on a essayé de se rabibocher, mais c'était toujours très, très, très compliqué. comment vous êtes arrivé, du coup, à vous retrouver? Ça s'est fait quand je suis partie en Australie. Je suis partie vivre un an en Australie quand j'avais 23 ans. Et déjà, à ce moment-là, on ne se parlait pas, mais j'y suis allée parce que dans ma tête, j'étais en mode, bah, maybe je vais en Australie et ça se trouve, j'y resterai toute ma vie. Ok. Donc, je me suis dit, je ne peux pas partir en Australie sans avoir vu ma mère. Donc, je suis partie à la maison pour la voir et lui dire, je pars. Donc, c'est la seule période, on va dire, sur ces 13 ans où on ne s'est pas parlé,
où on s'est un peu reparlé, et idem pendant 2-3 mois où j'étais en Australie, on s'est reparlé, puis après on a recuté parce qu'on n'était plus en phase. Et avant de partir à Bali, j'ai refait exactement la même chose. Je suis partie la voir et je lui ai dit, écoute, je pars à Bali. Et cette fois-ci, c'est pas comme quand je suis partie en Australie, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, je suis entrepreneuse, je gagne ma vie et j'ai plus rien qui m'attache réellement en France, donc je ne sais pas combien de temps je vais rester à Bali. Mais est-ce que même si vous parliez plus, elle essayait de prendre de tes nouvelles? Non, Rien. non, non. Et ton frère, ça a impacté également leur relation avec eux? Enfin, le fait que vous deux, vous soyez en conflit? J'ai pas parlé à mon frère pendant pas mal de temps aussi. Ouais. Mais il avait rien fait, Ouais. ton frère, à la base. Non, mais ça c'est pareil, je peux pas trop rentrer dans. Ok, C'est encore trop, c'est trop trop frais. sensible. C'est trop frais, c'est trop sensible. Comment ça a impacté ton parcours, le fait de ne pas voir sa mère pendant 10 ans? Est-ce que tu as fait Alors des attends, choses que tu n'aurais pas fait? aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude de ne pas avoir eu ma mère pendant 13 ans dans ma vie. Alors, je te le dis maintenant, je n'aurais pas eu ce discours-là, je pense, il y a encore 1 an ou 2 ans. Mais parce qu'avec ma mère, on était tellement fusionnels, on était tellement complices, que si elle était restée dans ma vie, je sais que j'aurais voulu faire les choses pour lui plaire, pour qu'elle valide et elle survalide à chaque fois tout ce que je fais et tout ce que je suis. Et je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si on était resté à se parler pendant ces 13 années. Et il a fallu qu'on... C'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, il a fallu qu'on défusionne pour que tu puisses vivre ta vie d'adulte et pour qu'aujourd'hui on puisse se retrouver comme 2 adultes. En gros, elle aussi, elle s'en est rendue compte. Elle t'a vu Ouais. transformer. Elle aurait pensé ou pas que t'en serais là aujourd'hui? J'ai pas eu cette discussion avec elle. Elle est fière de moi, elle est très très fière de ce que je suis devenue. Elle comprend pas forcément encore tout ce que j'ai réellement traversé, réellement même quand j'étais plus jeune, parce qu'elle le voyait pas. Mais elle est très fière de ce que je suis devenue. Et comme moi, en fait, elle a décidé de faire table rase du passé et qu'aujourd'hui, juste, on se retrouve et qu'on puisse s'appeler, passer du temps ensemble quand je suis en France, ce qui est assez rare. Et voilà. Ça a été une grosse sortie de. En fait, concrètement, le fait d'être très fusionnel avec ta mère, t'étais vraiment un peu sous cocon. Et là, t'as été. J'étais dans le grand bain. Par toi-même. Tu t'es dit, maintenant, je suis dedans, faut que j'apprenne à nager, quoi. En fait, j'étais sous cocon parce que j'adorais la complicité que j'avais avec ma mère. Mais de l'autre côté, je hurlais d'être aussi proche d'elle. C'est très paradoxal. Mais j'avais un besoin de liberté qui était extrêmement fort, que je n'arrivais pas à avoir avec elle, et que j'ai eu le jour où j'ai accepté que, ok, on ne se parlerait plus. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à respirer. C'est horrible, mais c'est ça. J'ai eu besoin de cutter avec elle pour réussir à devenir celle que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a eu un point commun entre ces deux événements marquants que tu m'as dit? Est-ce que tu as pu tirer une leçon de tout ce qui s'est arrivé durant la phase adolescente et la phase avec ta mère qui t'ont permis en gros enfin, d'avoir un déclic, comment dire ça? En gros, de surmonter cette deuxième épreuve en ressortant plus forte. Ou te dire, bah tiens, j'ai déjà traversé un moment difficile dans ma vie, même si il y a quand même, enfin, c'est pas exactement la même chose, mais je sais que j'ai déjà réussi à sortir d'une étape et je sais que celle-ci, je peux l'accepter aussi. Est-ce qu'il y a eu un parallèle dans ta tête? C'est ça que je veux dire. Je pense pas. Je pense vraiment pas parce que c'est 2 épreuves qui sont complètement différentes. Enfin, on peut pas comparer le harcèlement avec le fait de perdre sa mère. J'ai jamais fait le ratio entre.
entre les deux et je me suis jamais dit si j'étais en capacité de vivre ça, je suis en capacité de vivre aussi sa perte. Non. Je lui en ai voulu tellement et jusqu'au jour où je me suis même dit elle n'existe plus. Ok. En fait, de toute Donc, façon, c'est difficile. Enfin, quand on parle de la famille, c'est difficile, hein. Euh, ouais. si je te C'est un demande, en sujet. fait, si je te dis ça, c'est parce que, en ce qui me concerne, moi, ça m'a toujours énormément aidé de faire le parallèle avec ce qui m'était déjà arrivé par le passé. Enfin, comme tu le sais, des merdes, j'en ai connu, pas mal, à différents étages, mais je sais qu'à chaque fois, le fait d'avoir, enfin, le fait de me casser la gueule et rebondir, c'est un petit peu le parcours de ma vie, hein. Donc, repenser à ce qui m'est déjà arrivé, ça m'a souvent beaucoup aidé. J'ai toujours fait des parallèles entre chaque étape. C'est pour ça que je te pose cette question. Donc, non. Non. Est-ce qu'il y a eu avant d'arriver à cette période actuelle, est-ce qu'il y a eu un dernier événement marquant? Ouais. Dis-lui tout, Sylvia. En fait, c'est clairement, je suis pas ton psy, hein, mais c'est une session de confession aujourd'hui. Mais en fait, ça va parce que tout ce qu'on évoque, je l'ai travaillé déjà en thérapie. Donc aujourd'hui, j'en parle beaucoup plus facilement que si tu m'aurais mis le micro il y a 3 ans en arrière. Je pense que j'aurais bloqué, j'aurais frisé ou j'aurais pleuré. Là, aujourd'hui, j'arrive à en parler parce que tout ça, c'est travaillé. Tu sais ce qui est bien avec ce podcast, enfin franchement, moi, en tout cas l'idée même me parlait beaucoup, c'était de me dire que, alors certes, il y a la partie difficile où je peux faire remonter des vieux souvenirs qui sont pas forcément plaisants, ce qui a été le cas avec Annabella lors du dernier podcast, mais elle aussi elle a beaucoup travaillé dessus, mais même si elle vit toujours aujourd'hui. Mais c'est également de se dire, tiens, c'est le fait de poser des questions et redécortiquer un petit peu comme ça, peut-être que ça peut t'amener à voir les choses différemment et te dire en fait, bah ça peut t'aider à avancer. Mm. Voilà. Oui. Euh, Troisième événement marquant. Ouais. J'ai j'ai eu un coup de foudre en 2018. Pouah. J'ai mis 5 ans à oublier cet homme. On a eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Et ça a été une relation qui a été tellement fusionnelle, tellement tout, et qui m'a tellement mis complètement down. Mais c'est une relation qui m'a tellement appris sur moi-même. Ça a été un putain d'événement marquant qui a complètement changé ma vie parce que c'est vraiment la relation que j'ai eue avec cet homme qui m'a permis de commencer à travailler sur moi, de vouloir comprendre en fait certaines choses. Euh, Pourquoi est-ce que on n'est plus avec la personne qu'on aime? Pourquoi est-ce que des fois l'amour c'est pas suffisant, même si les deux s'aiment? Plein de questions que tu te poses sur la vie. Pourquoi? Bah, cette relation m'a fait travailler tellement de choses. On a clairement été un miroir l'un pour l'autre. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment le Ouais. troisième événement marquant de ma vie, quoi. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis là. Le gars, j'ai vécu d'une certaine manière la même chose alors, avec mon premier amour. Et même si aujourd'hui on est toujours en contact, enfin, on est en très bon contact, il n'y a aucun problème. D'une certaine manière, on s'aimera toujours, même si on sait très bien qu'on ne retournera pas ensemble. Mais ça m'a tellement appris. Euh, Il y a des Les jeux, enfin, relations amoureuses sont celles qui apprennent le plus sur nous-mêmes. mais c'est dans les 2 ans qu'on suivit que je me suis le plus cassé la tête, hein. La rupture en elle-même a été, il y avait d'autres problèmes à gérer, mais dans les années qu'on suivit, je me Ouais, torturais avec ça. Mais au final, je me suis dit, j'ai tellement appris sur moi-même. Donc, c'est ça. comment ça s'est passé? Alors, pas cette rupture, ça c'est ton histoire en soi qui te personnelle, Mm. mais en fait, qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris, que l'amour, c'est pas suffisant dans une relation. Désolée, hein. Je suis un vrai bisounours et je crois aux contes de fées et tout ce qui s'ensuit. Mais l'amour n'est pas suffisant dans un couple. Il y a besoin de stabilité, il y a besoin d'écoute, il y a besoin de confiance, il y a besoin de tellement de choses juste au-delà de l'amour.
Ça m'a appris à énormément bosser sur moi. Je pense que cette relation a été une thérapie, hein, comme tu l'as dit sur le coup, mais c'est surtout les années qui en suivent où tu ne comprends pas ce qui va pas et tu te dis mais non, mais cette personne, c'est l'homme de ma vie, c'est obligé, je vais finir avec lui. Alors qu'aujourd'hui, quand je regarde cette personne, je le trouve, je le trouve toujours beau, je le trouve adorable, mais on est plus du tout sur la même échelle, on n'est plus du tout aligné. Enfin, aujourd'hui, dans l'apport qu'on pourrait s'apporter à l'un à l'autre, il y a un fossé en fait. Tu veux que je dise quelque chose? Je te rejoins totalement quand tu dis que l'amour suffit pas. Euh, En fait, selon moi, qu'est-ce qui rend une personne belle? Alors, moi, je pars du principe que chaque être humain, enfin, presque, extraordinaire d'une certaine manière. Quand je dis presque, je compte pas les Hitler, tout ça. Euh, Mais chaque personne est une belle personne, mais dire qu'est-ce qui rend une personne extraordinaire par rapport à une autre, c'est simplement l'énergie qu'on lui donne et c'est l'amour qu'on a pour elle. Le jour où cet Mm, amour part, on se rend compte que c'est une personne parmi tant d'autres. Ça peut être une belle personne, mais à nos yeux, c'est plus ce qu'elle était. c'est En ça. fait, ce qui rend une personne extraordinaire, c'est simplement nous en soi. C'est pas égoïste ce Mm. que je dis, hein. Non, non, c'est réel. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Je suis d'accord. Et Voilà. j'ai Ta également, méthode est vraiment- enfin, si, autre point, enfin, j'ai envie également de faire le parallèle avec moi. Quand tu dis que l'amour ne suffit pas, en ce qui m'a concerné, euh, avec mon ex-copine, le fait d'avoir eu ma maladie au même moment, enfin, ce que j'ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, j'ai préféré la laisser partir et me dire en fait, je pense qu'elle mérite mieux ailleurs parce que je souhaite pas lui faire, euh, je souhaite pas lui imposer ma maladie. Je souhaite pas lui imposer ma présence. Déjà, j'avais une grosse remise en question à me faire de mon propre côté pour me dire ça, mais c'est également ça. Je veux dire, on a beau, elle m'aime, je l'aime, mais faut faire un stop, c'est pas possible. Moi, en tout cas, je me vois pas lui imposer ça. Fallait qu'elle prenne notre direction. Mm. Et en soi, je suis très fier d'avoir pris notre direction aussi. C'est beau. Voilà. Je pense que du coup, c'est un peu ton cas, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte. C'est Est-ce un que autre lui, contexte que parce lui que, aussi, à l'inverse, enfin, je sais pas, après, est-ce que vous êtes séparés en vous aimant toujours? ouais, Ok, ouais, d'accord. ouais. On s'aimait toujours et ça a duré longtemps. Et quand on s'est séparés, on était toujours très proches, toujours là pour s'aider l'un l'autre, mais la relation était juste plus possible. Je rentrerai pas dans les détails non plus parce que ça le concerne lui et moi, mais ouais. Mais ça restera, bah, je pense, une des histoires qui a le plus marqué ma vie, ouais, clairement. Et ça, c'est mon troisième point, parce que le quatrième, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Là. Ah, je crois que tu allais me dire, il y en a un autre à quatrième avant. Oui, il y en a un quatrième, Ah, mais bah, non, Non, avant lui que je vais aborder? le quatrième, c'est là, en fait, c'est maintenant. C'est lui que je vais aborder ou c'est un autre? Je sais pas avec quel tu veux aborder. Moi, c'est professionnel, c'est réorientation. Oui, oui, bah oui, c'est ça, Ok. exactement. Donc, les trois grands points de ta vie, déjà, c'est l'école, c'est la famille et c'est les amours. Ouais. De toute façon, je pense qu'on est déjà sur trois piliers sur cinq hein, qui fondent une personne. C'est fou, hein? Euh, si tu devais te résumer trois choses les trois plus grandes leçons, enfin, trois termes, oui, trois leçons que tu as pu tirer de chacun de ces événements, comment tu les résumerais? Une leçon de chaque événement ou trois Non, leçons par événement? une leçon de chaque événement. Waouh. En gros, une Pour, leçon qui... Vas-y, je te laisse. ouais, pour l'école, je dirais, c'est pas parce qu'un moment de ta vie, c'est compliqué que ça le sera toujours. Voilà, c'est exactement ça que je voulais entendre. C'est trois leçons en fait qui influencent en gros ta manière de penser aujourd'hui et Ça, c'est ta vie. vraiment la leçon du collège. Ma mère, la leçon que j'en retiens, c'est même si c'est dur à voir, derrière chaque douleur, horreur, il y a toujours un cadeau quand on accepte de voir d'un autre point de vue. Il y a toujours une leçon. C'est ça, C'est hein. ça. Ouais. C'est vraiment.
c'est vraiment, ça m'a vraiment appris ça en fait, où à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, de me dire, ok, si ça arrive, c'est qu'il y a autre chose qui va arriver derrière. Parce que je pars du principe que dans la vie, euh, une vie, c'est pas linéaire. Et ça veut dire qu'à un moment donné, dans la vie, si tu traverses une période qui est très difficile, tu vas avoir un moment donné où tu vas avoir beaucoup de facilité. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si à un moment donné où dans ta vie, tu vas avoir beaucoup de facilité, crois pas, il y a un moment donné, tu vas avoir beaucoup de difficultés aussi. Et ça jongle comme ça en permanence, mais c'est aussi ce qui fait qu'on est vivant. Si on passait notre temps à être sur quelque chose de linéaire, bah, ça se ferait chier en fait. Tu vois? Attends. J'allais te dire quelque chose, tu viens exactement de le dire. C'est génial. Déjà, je te rejoins dessus en disant, bah, en fait, chaque chose arrive pour une bonne raison. Ouais. Mais c'est exactement ce que j'ai dit à ma copine l'autre jour. Elle a fait, alors sans parler de problème, mais moi, il y a quand même une distinction entre problème et tracas dans la vie. Elle a dit, il y a plein de tracas qu'elle n'avait pas à gérer. Elle m'en parlait. J'ai dit, écoute, s'il n'y avait pas tous ces problèmes, ces tracas dans la vie, qu'est-ce qu'on se ferait chier quand même? Mais clairement, mais clairement. Ce que je dis, c'est ce qui fait que c'est drôle. Après, il faut apprendre à savoir gérer ces tracas, il faut donner une machine à gérer ces tracas et que les problèmes, il faut accepter le fait que quand ça va bien, après, c'est l'expérience, c'est aussi une certaine expertise, qu'on dit qu'on se prépare à que c'est pas éternel et qu'il va falloir se préparer à que ça se casse la gueule. Après, il faut juste écouter les signaux, il faut s'écouter soi-même et apprendre à vite, enfin, voilà, à vite rebondir dessus, à vite réagir et savoir s'adapter. Ça, c'est une des grandes Clairement. valeurs que j'essaie de prôner, et même qui est une valeur de l'entreprise. C'est la plus grande faculté de l'être humain, celui qui survit, c'est celui qui s'adapte le mieux. C'est vrai. Voilà, c'est pas le plus fort, non, c'est celui qui s'adapte. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est ce qui a sauvé l'existence après les dinosaures, hein. L'adaptation. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, franchement, bon, déjà, je te remercie de m'avoir partagé tout ça jusqu'ici. Et c'est super Avec inspirant, plaisir. ton parcours. Euh, on arrive au dernier point récent que Vas-y. j'ai côtoyé en tant que client d'un côté. Enfin, je voyais ce qui se passait, je comprenais et t'en parlais. Donc c'est cool. Enfin, moi, tu communiquais avec avec tes élèves, avec toutes les personnes qui faisaient partie de ça et tu les rendais impliqués. Et sur ton propre parcours également personnel. Euh, enfin, explique-nous, comment on arrivé à clôturer une entreprise qui marchait très bien et qui décollait avec succès, à te dire, en fait, je me remets totalement en question parce que je me sens plus aligné avec ce que je fais. Ouais. C'est la première fois que j'en parle du coup là. Donc j'ai pas le discours kérodé encore. Euh, Waouh. Je cherche mes mots. Bah, au moins, on aura une exclusivité. Ah, clairement, t'as la première. On va dire que On va décortiquer. ouais, Tu vas me je dire. vais y aller je vais y aller step by step. Quand je me lance en 2020, je cartonne direct et je comprends pas à ce moment-là ce qui se passe. Le problème, en fait, c'est un problème et en même temps c'est juste génial, c'est que j'ai un entourage qui est incroyable et des entrepreneurs autour de moi qui génèrent 100 000, 200 000 par mois. Donc pour certains qui nous écoutent, ça va être énorme. Mais j'ai eu l'impression que c'était la norme de faire ces chiffres-là. OK? Hmm. Et donc moi, j'arrive, je lance mon projet et mon premier mois d'entrepreneuriat, je fais 12 000 euros. Mais c'est pas la norme en fait Dans ta tête, non. de faire un premier mois à 12 000 euros. Sauf que j'augmente comme ça au fur et à mesure. Je fais 12 000, je crois qu'après j'ai dû faire 18, 25, 30, 40, 50, 60. Et en fait, à ce moment-là, j'ai juste l'impression que je reste une petite par rapport à tous ces gens qui sont déjà en place. J'étais en train de comparer mon fucking chapitre 1 à leur chapitre 200, 300, 400, tu vois. Juste parce que je me disais, il faut que j'aille vite pour être à la hauteur de ces gens-là. Et donc j'étais hyper tiraillée parce que j'avais un côté où j'avais cette envie d'être hyper authentique et hyper moi-même avec ma communauté et les gens que je côtoyais. Mais j'avais aussi ce truc de je peux pas totalement exprimer qui je suis et ce que je traverse parce que mes chiffres sont nuls. Et comme ma valeur dépend de mes chiffres et que mes chiffres sont nuls, mais alors nuls dans ma perception à moi, hein, bien sûr, bah
je partage pas forcément autant que j'aurais aimé le faire. Juste parce que je me considère à ce moment-là pas à la hauteur de qui je devrais être. J'avais complètement mis ma valeur dans le business. Donc ça, c'est la première étape et pour moi, elle est hyper importante à expliquer parce que ça a été la première étape qui a fait que je me suis perdue déjà de base. J'avais un programme du coup qui cartonnait à l'époque, donc qui s'appelait Automatise ton coaching. Et vraiment, hein, ça tournait mais tout seul. Mais quand je dis tout seul, je devais bosser genre 2 heures par semaine. Le Ok. reste du temps, je faisais ma life. C'était trop bien. Et un matin, je me suis levée et je me suis dit, ouais, mais d'un côté, j'ai des clients qui me disent qu'ils font des chiffres incroyables grâce à cette formation, donc c'est top. Mais de l'autre côté, j'ai aussi des gens qui me disent qu'ils ont du mal à passer à l'action, qu'ils n'ont pas regardé toutes les vidéos, ils ne sont pas forcément allés plus loin que le module 1. Et je me dis, ça m'embête parce que les pauvres, ceux-là, ils n'arrivent pas à avancer. Donc, en fait, je suis plus alignée à la formation parce que moi, ce que je veux, c'est aider tout le monde. Gros syndrome de la sauveuse. Voilà. Et je me dis quoi? Bah, en fait, on va arrêter la formation parce qu'en fait, la formation, bah, c'est de la merde. Je suis partie complètement dans l'extrême. Et on va faire uniquement de l'accompagnement en one-one parce que c'est ce que mes clients veulent. Non, erreur. C'est ce que les clients qui ne se bougeaient pas les fesses voulaient. Aujourd'hui, je mets des mots dessus. Mais du coup, je me dis, OK. Donc, je propose tout un programme avec des experts, du one-one, de la présence, du... Et je passe de j'ai une vie ultra confortable, j'ai tout le temps libre que je veux, j'ai une putain de liberté sur tous les plans, à je m'enfonce dans un bourbier, parce qu'aujourd'hui je peux le dire en fait, à un bourbier qui représente une montagne de charges où, oui, peut-être que je fais un chiffre d'affaires qui est plus haut avec ce nouveau programme que je lance, du coup, qui s'appelait Leader Sport Academy, donc via Marketing Sport, mais j'étais archi pas gagnante en fait. Et j'ai fait ça juste dans le but de pouvoir sauver des gens. Je commence à avoir une équipe qui grossit de plus en plus parce que, bah, en fait, quand tu fais un programme avec de l'humain, tu as de plus en plus, de plus en plus de charges en fait qui arrivent. Donc, tu commences à recruter des gens en expérience client. Et après, bah, il fallait que chaque projet de chaque client soit bien. Donc, je me suis même vue prendre un alternant en UX design. Et vous allez me dire, vous savez pas ce que c'est, et c'est pas grave. Mais je commence à recruter plein de gens et on se retrouve 30 dans ma boîte. C'est On pas se mal. retrouve à 30. Et là, je me dis, waouh, genre là, je me souviens de ce jour où je vois les 30 personnes qui sont connectées. Et je me dis, mais pourquoi il y a autant de personnes alors qu'il y a 6 mois en arrière, on était 3, on était juste 3, et on était grave bien à 3. Et je me suis dit, tu es en train de créer une machine qui aujourd'hui ne te correspond pas parce que bah, j'avais pas structuré en mode, il y a un représentant qui gère les autres personnes. J'avais pas encore euh, structuré de la bonne façon parce que j'ai grossi beaucoup trop vite. La surcroissance, clairement, a tué ma santé, et a tué mon business aussi, hein, clairement. Euh, et je commence en fait à me rendre compte que je passe mes journées à régler des problèmes, à éteindre des feux, à surmotiver mes équipes. Je passe mon temps à régler des problèmes alors que je me dis, mais punaise, avant, tu avais une vie incroyable, tu avais un truc qui tournait, les gens étaient ultra satisfaits. Et finalement, tu t'es lancé dans un programme où tu es encore t'es en train d'assister encore plus les gens. Les gens, tu leur donnes ça. Finalement, ils veulent aller chercher genre tout ça. Et tu te dis, waouh, ok, je donne, je donne, je donne. Mais en fait, tout ce que tu donnes, c'est jamais assez. Il faut donner encore plus. Et quand je dis ça, je parle aussi bien du côté de mes clients que du côté de mes équipes. J'ai littéralement pété un plomb. Mais intérieurement, j'extériorisais pas. Et à ce moment-là, mon corps me parle. Mais mon corps me parle de fou. Je suis tout le temps malade. J'ai des accidents. J'ai failli mourir. Et Attends, à ce attends, moment-là, attends, attends, attends. T'as failli mourir. ouais, j'ai eu C'est un. c'est pas un événement marquant. Mais attends, mais Si, mais en fait, si, il est Merde. marquant, mais pour moi, il fait partie de cette clôture, en fait. Je l'imbrique, en fait, si tu veux, dedans. J'ai failli mourir parce que je reviens de 2 semaines de vacances avec une copine qui était venue, du coup, à Bali et je m'étais dit, je cut et pendant 2 semaines, je kiffe. Et le dernier jour des vacances, on rentre en faisant le tour par la plage, sauf qu'on n'avait pas calculé la marée haute. On a été deux blondes à ce moment-là. Et en fait, il y a une vague
au moment où je contourne un rocher, il y a une vague qui vient m'emporter et qui m'emporte. Et je me revois avec mon sac cabas en train de faire des roulés-boulés dans l'eau en permanence, avoir les genoux et les jambes qui sont complètement déchirés, me boire la tasse comme jamais, essayer de sortir la tête de l'eau et pour pouvoir m'en sortir. Je vois au loin, quand j'arrive à sortir la tête, ma pote qui est en mode genre toute blanche, qui se dit mais comment en fait on va faire. Et là, à ce moment-là, je me dis c'est la fin. Vraiment, je me suis dit c'est bon, je meurs. Là, je suis en train de mourir. Je ne pouvais plus respirer, j'étais littéralement en train de mourir. Et la seule chose à laquelle je me suis accrochée, c'est s'il vous plaît, je veux vivre la vie que je veux vivre. J'ai pas encore terminé ma vie, je veux la vivre, s'il vous plaît. Je me suis juste accrochée à ma foi à ce moment-là. Et, et c'était pas mon heure parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je me souviens juste qu'à ce moment-là, j'ai une force qui est surhumaine pour réussir à ce que lorsque la vague me renvoie en fait sur les rochers, j'arrive à accrocher un rocher, puis un autre, et j'arrive à me sortir de ce bourbier. Mais par contre, je suis ensanglantée de partout, hein. Et j'ai été alitée Mais c'est pendant arrivé quand quasiment un ça? mois. C'était en mai 2023. Ok. Bah putain. Ouais. Mais tu vois, même si je suis alitée, je continue à bosser. Bah oui, je suis dans mon lit. J'ai l'ordi, je peux bosser. Je comprends pas la leçon, en fait. Donc, qu'est-ce que fait mon corps? Bah, je continue de grossir. J'avais déjà 30 kilos que déjà de base je devais perdre. Non, non, j'en prends 10 en plus encore. Donc, je me tape un plus 40 kilos. Ça, c'est un point ouais, que je voulais aborder dans cette partie en plus. Mais je me prends un plus 40 kilos, en fait. Et je me dis, je comprends pas. Je mange bien, je m'entraîne, parce que quand j'ai arrêté d'être alitée, bah, j'ai vraiment bien repris la bouffe. Je m'entraînais bien, je marchais, je faisais le taf. Et je ne dégonflais pas, je prenais du poids. Et j'étais entourée à ce moment-là que de coachs sportifs. Personne ne comprenait. Tout le monde me disait, je ne comprends pas. Enfin, tu fais le taf, c'est trop bizarre que tu n'arrives pas à perdre du poids. Je me Tu dis, avais un niveau de putain, cortisol merde. extrêmement élevé, t'étais, Oui, il y a, c'est ça, voilà, clairement. il y a, Clairement. Et enfin, je veux dire, excuse-moi, petit guillemets. vas-y, Euh, vas-y. En fait, oui, il y a, en dehors des facteurs environnementaux et même ce que tu peux manger dans ton assiette, des choses comme ça, il y a des facteurs internes, hormonaux, qui ont un impact qui est énorme, que la plupart des gens sous-estiment parce qu'ils sont même pas idée que ça existe. Et pourtant, bah, enfin, c'est pour répondre un petit peu à ce que tu me dis là. Ce qui peut Ouais. jouer en tout cas sur le fait Ah, que, mais tellement, ouais, tellement, tellement. Et du coup, j'étais tellement malheureuse parce que je me rendais compte que mon corps, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je bataille depuis mes 16 ans pour réussir à avoir le corps que je rêve d'avoir. Ce corps que j'atteins clairement en 2019, début 2020. Mais à partir du moment où je lance mon business, bah, du coup, je commence à grossir un peu. Mais en vrai, ça va, hein, allez, on va dire vraiment jusqu'à fin 2021, ça va. Mais de fin 2021 à maintenant, ouais, c'est là où j'ai pris clairement 40 kilos dans la gueule. Et, et je comprends pas les messages. Et je vais venir à la suite. Je comprends toujours pas les messages. Et là, je me tape une partie de mes équipes qui commencent à pas être bien, qui commencent à être en burn-out. Et je me dis, putain, mais je ne comprends pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on a une montagne de taf non plus. Enfin, je fais en sorte toujours de bien chouchouter tout le monde, de faire en sorte que ça se passe bien. Et je me dis, il y a un truc qui va pas. Mais je persévère parce que moi, résilience plus, jusqu'au moment où je commence à avoir quelque chose que je n'ai jamais eu de ma vie depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Des clients insatisfaits. Et ça me fout une claque. Mais genre une vraie claque. Et les clients sont insatisfaits non pas par rapport à moi, mais souvent par rapport à ce que les personnes qui sont dans le programme font. Et je me dis, mais putain, il y a un truc que je piche pas là. Il y a un truc que je comprends pas. Donc là, je suis en train d'impacter mon image parce que j'ai des gens qui bossent pour moi, qui font des choses qui ne vont pas. qui font de la merde. Ouais. Et là, je commence à me dire, ok, là, on touche vraiment au point qui est ultra sensible pour moi. Et je me dis, ok, là, peut-être qu'en fait, la vie est en train de m'envoyer un message que je vois pas depuis 2 ans, tu vois. Et là, je me dis, ok, il y a peut-être un truc. En fait, tu te rends compte, Sylvia, que depuis 2021, tu étais en mode, je veux changer de business. Mais je vais aller sur quoi, en fait? Qu'est-ce que je vais faire réellement si je fais pas ce business-là?
Je sais pas quoi faire d'autre parce que j'ai toujours fait que ça. En fait, j'ai toujours été dans le sport. J'ai toujours été. Mais en fait, j'étais pas dans le sport. J'étais dans la communication, j'étais dans le marketing, j'étais dans le digital. Depuis un an, je suis clairement aussi dans la partie un peu thérapeutique, mindset et ce qui s'ensuit. Mais moi, je réalisais pas en fait que j'avais tout ça parce que quand tu te retrouves dans une période qui est compliquée et où tu tapes des emmerdes, des emmerdes et des emmerdes, et tu vois plus rien. Tu vois plus rien et tu vois juste un mur en face de toi et il fait sombre. Et tu es juste en train de te dire comment je vais éteindre les feux. Tu perds toute vision à ce moment-là. Et j'étais dans voilà, dans Et- cette espèce de truc complètement fermé où je voyais plus rien. Et en fait, j'étais en train de me dire, je peux plus, j'y arrive plus. Et j'ai, c'est après l'été 2023, donc aux alentours du mois d'octobre, je me revois appeler mon bras droit et lui faire, je peux plus. Là, ce que tu me demandes, je peux plus passer des appels. Enfin, du coup, je faisais encore quelques closings parce que, bah, forcément, j'étais celle qui closait la mieux. Euh, Et je lui dis, j'y arrive plus, je peux plus discuter avec les gens, je sature en fait, j'y arrive plus, je peux plus prendre de call, j'arrive plus à donner en fait mon énergie aux gens parce que j'avais juste plus d'énergie en moi en fait. Et bah forcément, ce qui devait arriver arriva. Début d'année 2024, je tombe littéralement en burn-out. C'est pas à ce moment-là que les clients satisfaits, ils arrivent durant l'année 2024. 2023, ça passe nickel. Au contraire, à ce moment-là, j'ai tous mes clients, j'en ai 2 sur 3 qui re-signent à chaque fois pour 6 mois. Et on était quand même sur un programme qui était assez onéreux, qui coûtait, ben, je peux le dire sans problème, mais qui coûtait quand même 9 000 euros. Donc, j'avais aucun problème à re-signer mes clients entre 1 fois et 2 fois sur chaque client. Donc, ce qui était quand même vraiment, vraiment intéressant. Mais à partir de 2024, il se passe un tournant où je tombe en burn-out. Je n'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Je n'arrive plus à bosser. Si je bosse 1 heure par jour, 2 heures, c'est le maximum que je peux faire. Je n'arrive pas à faire plus. Et à ce moment-là, je comprends que, en moi, je le sais, je me dis, t'es plus aligné à ce putain de programme. T'es plus aligné à ce putain de programme. Pourquoi t'es encore là-dedans? Mais je force parce que je me dis, ok, tu vas faire quoi? Aujourd'hui, t'as monté une équipe, comment tu vas payer tout le monde? Parce que bah, j'ai des charges qui sont monstrueuses aussi qui arrivent. J'ai des gens qui vivent grâce à moi, grâce à mon entreprise. Et je me dis, ok, comment je fais en fait pour me sortir de là? Et, et du coup, je reste dedans. Je trouve à ce moment-là un de mes anciens clients qui me dit, je veux t'aider Sylvia à remonter le projet. Et donc du coup, je remercie Nika. Mika, voilà, qui est venu en fait me soutenir sur toute cette période-là où j'aurais pas été en capacité de remonter un projet, j'aurais pas été en capacité de gérer l'équipe, j'étais en capacité de plus rien. Et il m'a dit, je prends le projet. Enfin, je prends le projet en entier et je t'aide à gérer cette partie-là, là où toi aujourd'hui tu n'y arrives plus et tu n'as plus la force. Sachant que Sauf lui, que, excuse-moi, oui, je te coupe pas. ouais, vas-y, j'allais C'est-à-dire, dire, sachant que lui, son domaine, c'était déjà la gestion d'équipe avant. ouais. C'était un ancien policier qui, du coup, avait géré pas mal d'équipes, donc il maîtrisait cette partie-là qui m'a, du coup, fait beaucoup de bien. Mais bah, forcément, je suis en cours de guérison. 2024, clairement, ça aurait été mon année de burn-out et de guérison. Ça n'aura clairement pas été une année de développement ou quoi que ce soit, hein. Ça a été burn-out, guérison. Et je commence à aller mieux, on va dire, à partir de l'été. Je sens que déjà, juin, juillet, août, vraiment, là, je commence à respirer à nouveau. Et du coup, bah, je commence à me dire, putain, la vision en fait qu'on est en train de prendre, que du coup, Mika me disait, mais je vois que les problématiques des coachs, en fait, elles sont pas juste sur le fait d'aller générer de l'argent, mais elles sont vraiment plus sur le comment est-ce qu'on se développe réellement en tant que coach, comment est-ce qu'on devient un bon coach, comment on peut se faire recommander, comment est-ce qu'on peut améliorer son expérience client. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, pour mes clients à ce moment-là, de se dire, bah ouais, on va dans cette direction. Sauf que c'était pas ma vision à moi. C'était plus ma vision à moi qu'on était en train de prendre. C'était sa vision à lui. Et je me rends compte à ce moment-là, on est en septembre, je me rends compte à ce moment-là que je ne maîtrise même pas la vision qu'on est en train de prendre
pour ma société. Je me dis, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. En fait, tu, Et tu te dis que c'est sûrement la bonne direction à prendre, mais toi, tu t'y retrouves plus du tout dedans, quoi. je sais que c'est la bonne direction pour mes clients, mais j'ai plus rien à foutre là-dedans, moi, en fait. J'ai plus rien à foutre dans l'équation, en fait. C'est plus moi, ça me parle plus. Ça fait bien longtemps que même quand je discute avec mes clients, dès qu'ils me parlent de coaching sportif, de comment ils font leur programme, je vais aller voir avec Mika. J'y arrive plus. Par contre, parle-moi de mindset, parle-moi de communication, de personal branding, je suis à fond là-dedans parce que c'est ce qui me passionne. Mais tu me parles de coaching, je le vomis. À ce moment-là, je le vomis, ça ne me parle plus en fait. Même le mot coach sportif, je ne peux plus l'entendre. Et je me dis, il y a un problème, tu peux pas. J'arrive même plus à communiquer sur les réseaux, je ne veux même plus poster en fait parce que je me sens plus alignée. Et le vrai élément déclencheur, il a été à Dubaï. Je suis partie du coup à Dubaï en septembre. Euh, je vois en fait mon ancien préparateur physique qui lui était parti du coup vivre à Dubaï en 2020, donc il m'a lâché, hein, et qui me voit en fait à Bali et qui me dit mais Sylvia, ressaisis-toi en fait. C'était devenu quoi en fait? Il sait comment me parler pour que ça fonctionne. Et je me dis il a raison. Il me dit Sylvia, il me fait je m'en fous, tu te démerdes. Tu viens passer grand minimum 2 semaines à Dubaï. Il fait là, il faut qu'on trouve des solutions en fait. C'est pas possible. Et au moment où il me dit ça, je me dis putain, il a raison. Et déjà à ce moment-là, je me dis je suis plus alignée à ce projet, je veux plus en fait. La seule chose que je veux, c'est me reprendre en main. Et déjà à ce moment-là, je me fais un switch où je me dis la seule chose que je veux, c'est me reprendre en main. J'avais déjà réussi à perdre à peu près, je crois, 5 kilos depuis le mois de juin parce que je me repriorisais davantage. Mais là, il y a eu un switch qui s'est fait où au moment où je pars à Dubaï, je me dis ma santé, c'est ma fucking priorité. Toujours, c'est J'arrive à important. Dubaï, avant même qu'on commence la prépa qui m'a tuée sur le coup, j'ai déjà perdu du poids. Parce que, en fait, finalement, je suis déjà en train de m'enlever du poids sur les épaules en acceptant qu'aujourd'hui, ce projet ne m'anime plus. Et du coup, j'ai combiné des entraînements qui ont été ultra intensifs, une diète qui a été genre ultra méga stricte, avec un j'arrête ce projet, c'est terminé. J'arrête ce projet, c'est terminé. Et je sais que si j'ai fondu, c'est pas juste parce que j'ai eu un entraînement et enfin une préparation qui a été hardcore, c'est principalement parce que j'ai accepté de lâcher quelque chose sur lequel je n'étais plus animée. Je passais mon temps dans mon programme à dire à tous mes clients, soyez alignés à votre projet. Votre projet, c'est votre histoire. Mais à quelle heure, moi, aider des coachs sportifs, c'est mon histoire. C'est pas mon histoire. C'est plus mon histoire, en fait. Ça l'a été dans la Sylvia jusqu'en 2020, oui. Aujourd'hui, ça l'est plus. Et, et je me revois du coup passer un appel à Mika et lui dire écoute, Mika, bah, en fait, on a deux solutions. Dans tous les cas, moi, je peux pas continuer. Je n'y arrive plus, je peux plus. Donc, c'est soit tu reprends le projet, soit, bah, en fait, on ferme. Et après grosse discussion ensemble, le problème, c'est que ce projet, c'est mon identité. Les gens, ils viennent pour moi. Donc, ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je continue à entretenir l'image, ce qui pour moi n'était pas possible. Et donc, on s'est dit, on ferme. Et de base, on avait prévu de fermer en début d'année 2025. Et les choses ont fait que ça s'est accéléré. Et en fait, bah, on a fermé la semaine dernière. Et putain, c'est la meilleure décision de ma life. Je revis, je retrouve ma créativité. Je partage des choses qui me font du bien sur les réseaux. Les gens le ressentent. J'ai jamais eu autant d'engagement, de réaction en story, en message que actuellement. Parce que les gens restaient pour une Sylvia où les gens devaient sentir de toute façon que j'étais plus animée, que j'étais éteinte, que ça allait pas. Et là, les gens me voient revivre, pétiller, et c'est, ouais, c'est incroyable. Alors oui, c'est pas simple parce que
Parce que oui, on va pas se le cacher, je suis passée d'une situation financière qui était quand même relativement très confortable à là aujourd'hui où je sais que bah tant que je lance pas autre chose, je vais devoir me serrer un peu la ceinture, mais c'est OK parce que punaise, la paix, mais cette paix, elle a tellement pas de prix. De me lever le matin et de me dire je dois rendre de compte à personne. J'ai pas d'équipe à gérer, à manager, j'ai pas de gens qui peuvent pleurnicher parce que Sylvia ceci ou un tel ou machin ou waouh, je revis. Vraiment là, voilà. Et j'ai des opportunités qui sont en train d'arriver de partout. Et je me dis, ouais, ça y est, je suis sur le bon chemin. Alors Voilà. J'ai écoute, fait un gros monologue là, mais voilà. non, j'ai pas voulu t'interrompre, franchement, c'était... Toi qui savais pas comment expliquer au début, je pense que tu as très bien expliqué la situation. Moi, personnellement, j'aurais plein de questions, mais je vais abréger, je vais juste poser une question dedans. Peut-être un point que j'ai mal compris. Tu m'as dit comme quoi au début, quand vous êtes retrouvé à 30, il y en a dedans qui partaient dans ton équipe, ils partaient en burn-out. Est-ce que, moi, quand tu as dit ça, du coup, je me suis dit, tiens, c'est parce que toi, ça l'est pas, et en tant que leader, ils se sont dit, tiens, si elle, ça suit plus, nous, on suit plus. Ou est-ce que c'était eux-mêmes, en fait, de leur côté, où ça les... En fait, j'ai peut-être mal compris ce côté-là. Ouais. Je pense qu'il y a eu des deux. Ok. Je pense qu'il y a vraiment eu des deux. Il y a eu le fait que se sont mis énormément de pression. Ils se sont mis énormément de pression. Et c'était pas forcément une pression qui était productive, d'ailleurs, au passage. Mais ouais, je vais répéter, énormément de pression. Et forcément, quand tu as le leader qui arrive plus à tirer ses équipes, bah en fait, ouais, quand il n'y a pas de capitaine, le navire il coule. Voilà. Et voilà. Écoute, c'est une clôture déjà qui est enfin, qui est super. Et moi, la question que je me pose, et je pense que s'il y a des personnes, enfin, il y a forcément des personnes de toute façon, qui te connaissent, mais au moins, dans tous ceux qui écouteront, euh, la situation sera déjà plus claire pour eux, parce que comme tu dis, cette partie-là, tu l'as jamais expliqué à personne. Je suis le Non, premier. c'est le Mais premier. aujourd'hui, la question, même si je pense que tu te cherches encore là-dessus et que, comme tu dis, tu as des opportunités qui se présentent à toi, c'est est-ce que tu as déjà une direction vers laquelle tu tends pour la suite? Ouais. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la direction? Je peux vous donner une idée. Je te vois que je te parle, là, je vois mon vision board là juste en face de moi, donc oui. Euh, pour expliquer un petit peu, j'ai compris quelle était ma mission de vie. J'ai trouvé quel était mon alignement. Aujourd'hui, je suis pas prête encore à lancer un projet, vraiment. Donc, ça attendra 2025. Parce que pour l'instant, j'ai besoin de renouer avec moi-même, de partager des choses à ma communauté, sans avoir d'attente de vendre quoi que ce soit derrière. J'ai trop été dans la vente ces dernières années et j'ai besoin de renouer avec un... Là, j'ai rien à vendre. Il y a un petit programme qui arrivera en fin d'année, mais ça sera un petit programme. Euh, D'ailleurs, je peux spoil sur l'alignement parce que pour moi, c'est ce qui me semble le plus important. Et ma mission de vie aujourd'hui, je sais qu'elle tourne autour du corps et de la guérison. Et c'est la direction que je vais prendre. Alors, tout de suite, je ne compte pas devenir coach sportive ou quoi que ce soit, absolument pas. Mais de par mon expérience, j'ai compris à quel point guérir soi-même nous permet de se sentir réellement bien. Et par la suite, ce que je vais vouloir mettre en place, c'est aider dans un premier temps les femmes à incarner pleinement leur puissance féminine via plein d'aspects, et notamment un aspect qui est hyper important pour les femmes, c'est-à-dire le corps et la beauté. Voilà ce que je peux te dire pour l'instant. C'est pour ça que je fais ce podcast. Franchement, tout ce qu'on vient de dire, tous les sujets qu'on vient d'aborder, on y vient et je pense que tu as un cheminement de ta vie où, en fait, je pense que j'ai pu booker ce podcast au bon moment. Et je t'ai rencontré d'ailleurs au bon moment. On arrive au moment où tu me dis, voilà, déjà à partir du moment où tu avais changé ta bio Instagram pour dire exactement la phrase que tu viens de me dire, bah, je suis en recherche d'un projet en alignement avec avec ce qui je suis, avec mes valeurs. Euh, la direction que tu veux faire prendre à ce prochain projet, c'est la suite logique de tout ce que tu viens de me dire par rapport aux événements marquants que tu as traversés. Ouais, I know.
Et c'est marrant parce que quand tu as commencé à m'accompagner, la première chose que tu m'as dit, Sylvia, tu m'as dit, écoute, David, dans tout ce que tu fais, certes, tu as mis la horde avant toi, tout ça, mais tu as dit, David, il est où? Son histoire, elle est où? Tu m'as dit, le plus important, tes problèmes, t'en parles nulle part, personne n'est au courant. Et dit, pourtant, c'est peut-être la direction qu'il faut prendre. La horde Ouais. restera toujours présente, c'est là où les gens vont s'identifier, se retrouver et communiquer entre eux. Mais elle dit, mais le problème qui fait qu'ils doivent s'identifier, t'en parles pas. Et je me suis dit, c'est vrai, il y Ouais. a peut-être un virage à prendre. Ah, peut-être, ouais. Et on a travaillé dessus, du coup, pendant 6 mois. Alors, pas que sur ça, on a travaillé sur plein de choses, mais globalement, c'est le message que je retransmis enfin, que je mets sur moi, c'est exactement le message que tu fais sur toi. Et je pense que c'est une très bonne direction. Comme tu dis, le rôle de coach en tant que tel, tu t'y retrouves pas dedans, c'est pas ta Ah, mission. mais pas du tout. Pas du tout. Voilà, Enfin, c'est pour ça que enfin, je sais que quand je vais vouloir expliquer ce que je veux faire par la suite, il y en a certains qui vont se dire, ah, elle veut devenir coach, perte de poids. Absolument pas. Absolument pas, ça ne me passionne pas et jamais j'irai là-dedans. Mais pour moi, il y a une autre voie pour guérir et perdre du poids. Mais quand je dis perdre du poids, c'est aussi perdre le poids qu'on porte sur soi. c'est ça, une métaphore. Et pour moi, les deux vont ensemble. Prendre juste quelqu'un qui va t'aider à perdre du poids sur la surface, c'est-à-dire que ça soit du sport ou de la nutrition, mais si tu ne travailles pas à la profondeur, il ne se passera jamais rien. C'est ce qui est le plus important de toute Et façon dans la yo-yo vie. en continu. Enfin, selon moi aussi, la chose la plus importante, c'est ton pourquoi profond. Enfin, d'une certaine manière, ma mission est la même, c'est de savoir, en fait, c'est comprendre avec les gens, c'est quoi enfin, à quoi vous aspirez vraiment, c'est qui vous êtes, c'est comprenez-vous, et ensuite, on va voir ensemble, en comprenant pourquoi vous voulez vraiment devenir quelqu'un ou enfin, faire quelque chose, bah là, on va commencer à creuser dans la C'est direction ça. que vous voulez aller. Ok, écoute, je pense que tout ça est très clair et je vais pouvoir clôturer ce podcast avec quelques questions et à la fin, je vais te poser 7 questions, questions-réponses, simplement. Vas-y, On va y venir, mais juste avant, je vais te poser 2 dernières questions avant vas-y, d'arriver à ces 7. C'est te vas-y. dire aujourd'hui si quelqu'un qui écouterait ce podcast traverserait des épreuves également que tu as pu connaître, quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour pas perdre espoir? Wow. Je te dirais que tu n'es pas seul et que je traverse la même phase actuellement. C'est que derrière chaque noirceur, il y a de la lumière. Que derrière chaque montagne se cache derrière le bonheur. Mais que la vie, des fois, nous met des challenges tellement énormes pour nous forcer finalement à prendre une autre direction qui nous est dédiée, au lieu de s'obstiner d'aller dans des directions qui ne nous correspondent pas. La vie est bien faite et la chose que je peux le plus te recommander, c'est de travailler ta foi. C'est de travailler ta foi et de faire confiance à l'univers. Tu Voilà. l'as tellement bien structuré ta phrase qu'on pourrait l'ajouter au Wikipédia de Sylvia. Citation. Non, franchement, c'était très bien dit. C'est très beau ce que tu viens de dire. Et qui va suivre avec ma dernière question, c'est de savoir aujourd'hui quelles sont les valeurs que tu appliques et quels sont tes principes. Attends, j'ai mal formulé la phrase. Quelles sont en Ouais. gros les valeurs et les principes que tu continues à appliquer pour te dépasser chaque jour, malgré les défis que tu as pu connaître? Tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis pas dans la performance. Aujourd'hui, je suis justement dans le slow et d'arrêter de vouloir être performante, de plus écouter mon corps, mes envies, mes besoins. Je sais que mon gros challenge sur ces prochains jours, c'est d'arriver à ancrer une vraie routine que je puisse garder sur le long terme. C'est mon challenge actuel. Mais là, je te mentirais si je te disais que tous les jours, je me mets des trucs bien précis. Non, c'est pas vrai. En ce moment, actuellement, je me laisse un peu porter par la vie parce que je ne l'ai pas fait depuis des années et que j'en ai besoin.
Ça répond pas à ta question, je suis Si, désolée, si, mais, si. Ça répond, mais en c'est la fait, réalité. ça répond dans le sens que t'as pas. t'as- Les valeurs aujourd'hui que tu prônes, enfin toi-même tu as, c'est pas dire bah tiens, au contraire, je suis pas dans la discipline, machin. Oui, je sais ce que c'est, mais en ce moment, c'est pas du tout ce qui me représente le Non, plus. Voilà. exactement. Aujourd'hui, ce qui me représente le plus, c'est d'être dans un état de flow où je prends du plaisir. Ok. Et si je suis dans cet état de flow et que je prends du plaisir, c'est que je me dis que c'est cette direction-là que je dois prendre. Sinon, je vais dans quelque chose qui est compliqué, où je prends pas de plaisir et où je vais juste me sentir frustrée alors que je sors d'une phase où j'ai tellement été dégoûtée et frustrée que j'ai besoin de sentir tout l'inverse. Est-ce que tu te vois à terme, peu importe le projet que tu lances, parce que tu dis que tu t'y relanceras pas avant début 2025. Ouais. 2025, alors peu importe quand, mais c'est dans pas longtemps 2025 en soi, hein. Ouais. Est-ce que tu te vois atteindre de nouveau, si ton entreprise marche comme tu le souhaiterais, retourner à des grosses équipes? Alors, Est-ce que tu penses que j'aurai ce des serait équipes. pas un paradoxe de dire que si ça revient, il y a peut-être une autre leçon à comprendre? J'aurai des équipes qui seront bien plus grosses que ce que j'ai pu connaître jusqu'ici. Parce que, bah, en fait, j'estime que le projet que j'ai fait, c'était la petite porte qui m'a mené dans le game de l'entrepreneuriat et de comprendre un peu le fonctionnement de l'entrepreneuriat. Je sais que tout ce que j'ai prévu, et donc j'en parle pas pour l'instant, mais j'ai prévu de créer un empire, mais avec ma nouvelle vision qui est alignée à ma mission de vie. Et pour cet empire, bah, bien évidemment, je ne pourrais pas le mettre en place toute seule et j'aurais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur cet empire. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, cette vision, je l'ai sur 10 ans et pas sur 6 mois. Voilà. Donc, je vais prendre le temps de bien faire les choses, de bien structurer, de bien processer. Et même si, imaginons, demain, il y a le chiffre que j'ai en tête, c'est 10 000. Est-ce qu'on ira jusque-là? J'en sais rien. Mais si, imaginons, demain, j'arrive à ce qu'il y ait 10 000 personnes qui travaillent pour la société que je vais bientôt créer, enfin, l'année prochaine, du coup, ça sera pas Sylvia qui va gérer tout ça. Son Sylvia peut pas gérer 10 000 personnes, mais je vais structurer d'une façon à ce que je puisse rester dans ma zone de génie et dans ce qui me fait du bien uniquement. Et quand j'aurai les fonds qui me permettront à ce moment-là de recruter la personne qui pourra gérer l'équipe, à ce moment-là, je verrai. Mais je ferai plus les choses comme je les ai fait, c'est-à-dire recruter une personne pour ça, puis une autre pour ça, puis une autre pour ça. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est toi qui dois tout gérer, en fait. Enfin, qui dois manager ces gens-là. Et ça, aujourd'hui, je veux plus. Je ne veux plus. Donc, j'aurai une vision qui sera différente de la façon dont j'ai structuré mes équipes jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, écoutez, tout le monde, on se retrouve dans 10 ans pour l'interview de Sylvia et qui sera la nouvelle Franck Nicolas d'une certaine manière, à la Non, française. J'ai Franck non. Nicolas parce qu'il a plus de 10 000 personnes dans ses équipes, c'est pour ça. Ok, d'accord. Mais ouais, non. Ça aura rien à voir en termes de projet, Oui, mais ok. j'ai bien compris, mais voilà, c'était en termes d'équipe que je pensais. Écoute, et peut-être d'influence. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci. Écoute, je vais terminer avec ces 10 questions qui sont vraiment des questions-réponses que je vais simplement lire. Ok. Et je Euh, réponds par oui ou non, c'est ça? non, ça y est, faut un petit peu développer, c'est un petit casse-tête quand même. Et Ok, vas-y. c'est des réponses, enfin, c'est des questions plus simples. Écoute, si tu n'avais pas réussi à te relever après tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui, selon toi, aurait été ton plus grand regret? Quand tu dis si j'aurais pas réussi à me relever, tu peux situer? Après ces trois événements marquants, quatre du coup. Si à Mais je chacun de ces peux, événements, tu n'avais pas réussi à l'affronter et tu n'avais pas réussi à le comprendre. je peux pas te dire encore que je me suis relevée. Pour moi, je suis pas debout encore. Là, Donc, je suis à genoux en train d'essayer de me relever. tu as réussi à surmonter ce qui est arrivé à l'école, tu as réussi à surmonter ce qui est arrivé avec ta mère, tu as réussi à Ouais, surmonter. Et c'est en fait, je parle de tout ça. ok. Ça serait quoi Je ton te plus dirais grand, juste que... Ah, pardon, vas-y, répète. ça serait quoi ton plus grand regret si tu n'avais jamais réussi à te relever? Waouh. Oh, Moi, je dis, c'est une je me question profonde, mais sentirais... je demande pas de développer énormément. Bien C'est, sûr, je me sentirais lâche. J'aurais tellement de... Bah, en fait, j'aurais tellement de regrets
Mon plus grand regret, ça serait d'avoir des regrets, de pas passer au-dessus de tout ça et de rester dans une espèce de spirale où je me sens pas bien. Ouais, je pense que c'est ça. Y a-t-il un rêve que tu portais au fond de toi avant toutes ces épreuves que tu n'as pas encore réalisé? Ouais. Et si tu avais la possibilité de le faire maintenant, qu'est-ce que ce serait? C'est un peu ce qu'on vient de, je pense, le sujet d'avant. Je sais pas si j'aurais envie de le réaliser comme ça en un claquement de doigts parce que je kiffe le process. Mais le rêve que j'ai toujours eu, c'était oui, d'avoir le corps que je rêve d'avoir. Ça, c'est vraiment mon rêve. Tu m'aurais posé la question il y a quelques mois en arrière, peut-être que je t'aurais dit, bah, je rêverais là de l'avoir en un claquement de doigts. Mais en fait, j'aime tellement le process et tout ce que ça travaille sur moi que je sais que je l'aurai bientôt. Ça, je Donc, pense que c'est une très belle phrase pour tout le monde, ce que tu viens de dire. Ce qui... La plupart des gens se veulent un résultat, mais comprenez que si vous prenez pas de plaisir dans le processus, c'est qu'il y a un problème. Enfin, quand tu comprends que le processus, enfin, qui prend du plaisir, c'est une vision long terme que tu appliques déjà. Et au final, ouais, c'est l'aventure qui compte, c'est pas forcément la destination. c'est ça, Voilà. J'ai c'est envie de te ça, dire, si on passe un bon moment, c'est pas forcément juste parce qu'on est là, c'est parce qu'on est avec telle personne qu'on passe un bon moment. c'est ça. Écoute, si tu pouvais revenir dans le passé et changer ce qui s'est passé, est-ce que tu le ferais? Et si oui, pourquoi? Ouais. Enfin, oui et non. Je reprends la période de 2021 où je me vois en fait au bout du rouleau et en train de me dire j'ai envie de changer de programme, donc de passer de automatiste en coaching à autre chose, mais je sais pas quoi faire. Et non, je changerai rien parce que j'ai appris tellement de leçons avec ce que j'ai vécu chez Marketing Sport et qui font la femme que je suis aujourd'hui que, bah en fait, non, je veux garder toute l'expérience et toute l'expertise que j'ai appris avec toutes ces claques que je me suis pris dans la gueule. Mais oui, où j'aurais envie de me dire, hey, écoute-toi en fait, écoute-toi. Qu'est-ce que toi, tu as réellement envie? Écoute pas les autres. Qu'est-ce que toi, tu as réellement envie de faire? Qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer dans ta vie? Et dans tous les cas, tu sais très bien que avec tes compétences, tu trouveras toujours du travail. Il y aura toujours des gens qui auront envie de te payer pour ton expertise. Donc juste, fais-toi confiance en fait. Ouais, j'aurais aimé que la moi du futur, aujourd'hui, puisse venir à cette période-là pour me dire ça. Mais Mais dis-toi comme que... je te l'ai dit, Oui. j'allais Vas-y, dire, mais vas-y. comme je te l'ai dit, si cette personne-là serait venue, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu là, toutes les leçons que je me suis pris. Et Dieu sait que cette aventure Marketing Sport et Leader Sport Academy m'a fait tellement grandir et tellement mûrir qu'en fait, je changerais rien. C'est ce que enfin, c'est là où je voulais en venir et c'est exactement ce que tu viens de dire. De dire qu'en fait, la Sylvia du futur, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces événements. Clairement. T'es pas Ouais. passé par là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi? Si tu devais tout perdre à nouveau, quelle est la seule chose que tu voudrais garder? Ok. J'ai perdu beaucoup déjà. Je le dis, j'ai perdu beaucoup, beaucoup. Tu veux que je J'ai perde perdu, plus, David? j'ai perdu aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois, j'ai envie d'oser dire les choses. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu un grand succès osent pas forcément dire les choses. Moi, je le dis. Aujourd'hui, bah, j'ai perdu énormément d'argent, ce qui me fait très bizarre, mais c'est OK. Euh, et putain, excuse-moi la question. Désolée. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour moi? Ce qui a vraiment de la valeur pour moi aujourd'hui, c'est ma spiritualité. C'est le don que j'ai découvert en début d'année, qui est que je sais en fait que j'ai un don en moi que je peux pas trop expliquer, mais je peux lire des choses. Enfin, disons que j'utilise des cartes et que les cartes me guident pour savoir exactement quelle décision prendre.
et que depuis février 2024 où j'ai découvert ça, elles ne se sont jamais, jamais, jamais trompées. Que ça soit sur ce que je dois faire, sur des relations, j'ai toujours eu les réponses que je souhaitais avoir. Et donc, c'est vraiment, je pense, la seule chose. On peut tout m'enlever aujourd'hui. Tant que j'ai mes guides pour me guider, j'arriverai toujours à m'en sortir. Petite précision. Quand tu dis que tant que tu as tes guides, c'est-à-dire demain on t'enlève tes cartes, plus de Sylvia. Non, mais non, parce que je les fabrique, mais je les fabrique les cartes, sinon tu vois, c'est pas grave. C'est une façon J'ai, de parler, du coup. oui, j'ai juste besoin de. La seule chose que j'ai envie de garder aujourd'hui, c'est ma spiritualité, c'est ma foi. Ouais. Et je vois ces cartes parce que tu me les avais envoyées en plus. Tu m'as Ok. dit si tu les veux, si tu les veux, voilà le lien. Je t'invite. Premier appel, tu m'as dit ça. Eh ben voilà. J'ai dit, écoute, moi ça m'aide si ça peut t'aider. Voilà. Écoute, je continue avec les deux dernières questions, ou Vas-y. trois. Si tu pouvais parler à ton toi du passé, Ouais. avant que chacun de ces événements arrive, qu'est-ce que tu lui dirais? Enfin, qu'est-ce que tu Quels dirais? événements? Quels événements? Avant quel événement? Les quatre? Si tu Ok, devais donc revenir un moment, là. par exemple, dans ton cas, parce qu'il y a des personnes qui n'ont qu'un seul événement marquant dans leur vie, ou dans ton Ouais. cas, tu en as plusieurs, c'est bien si tu pouvais revenir à un moment précis de ta vie, pour Ok. parler à ton toi du passé, qu'est-ce que tu te dirais? Ok. Qu'est-ce que tu souhaiterais te Je transmettre? pense que je reviendrai au moment de la rupture douloureuse avec mon ancien coup de foudre, où je me dirais, je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur, je sais que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à vivre sans lui, que c'est l'homme de ta vie, que c'est celui qui portera tes... Enfin, qui portera. Non, tu porteras. Que ça ne sera pas celui dont tu porteras les enfants. Mais vraiment, je te garantis que avec de la patience et du temps, tu comprendras les choses et tu comprendras à quel point, même si cet homme, il est génial, tu seras la femme d'un homme qui te fera te sentir waouh et qui correspondra à celle que tu vas bientôt devenir. Et je me serais rassurée de cette façon-là en me disant le temps guérit et tu vas souffrir. Ouais, tu vas souffrir. Mais s'il y a bien une chose que je peux te garantir, c'est que ça va passer. Ça va passer. Et que bientôt, il t'écrira des messages et tu seras en mode ouais, bon, c'est cool. Voilà. Ouais, je pense qu'à cette période-là, j'aurais aimé entendre ça. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui, Sylvia, en regardant tout le chemin que tu as parcouru? Mon cerveau. Rien à voir. Mais euh, je dirais vraiment ma force mentale. Ma force mentale, ma résilience, mon cerveau qui capte les trucs, tac, 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 et j'avance. Je pense que je suis vraiment fière de ça. Je suis fière de cette capacité à solutionner des problèmes et même si c'est ultra compliqué, d'être ultra résiliente et de ne pas lâcher. Même si des fois, il faudrait que j'accepte de lâcher un peu plus tôt pour éviter de vivre tout ce que je peux traverser quoi, derrière. Mais voilà. Écoute, dernière question, c'est un peu rébarbatif, mais je la pose, enfin, elle est posée différemment. Ouais. Si tu devais laisser un seul message aux auditeurs, quelque chose que tu aurais aimé autant, enfin, entendre quand tu étais au plus bas, qu'est-ce que ça serait? Tu sais, j'ai envoyé ce message-là il y a une semaine à une copine qui, sur les réseaux, a vécu exactement la même chose. Elle était complètement désalignée. Elle kiffait plus du tout son business. Elle était pas bien dedans. Et aujourd'hui, elle cartonne sur un milieu dont personne ne parlait, les multipotentiels. Bon, si jamais il y a des gens qui la connaissent ou pas, Solène, Solène Feg. Et elle m'a répondu, tu sais, on peut passer par des périodes qui sont extrêmement compliquées,
Mais je te garantis que derrière, quand tu te réalignes et que tu te réajustes vraiment à des trucs qui te parlent réellement, bah, derrière, ça suit son chemin. Et si je regarde certains entrepreneurs qui ont vécu en fait des situations un peu similaires, aujourd'hui ils cartonnent. Ils cartonnent parce qu'ils se sont réalignés réellement à la personne qu'ils sont, sans chercher à travailler pour un projet qui n'est pas le leur, mais qui est celui qu'ils pensaient être le leur. Et encore une fois, si tu es dans une période qui est compliquée, si tu es dans une période qui te challenge, si tu n'arrives pas à avoir la lumière au bout du tunnel, c'est que tu dois travailler des choses sur toi, peut-être à l'extérieur de toi, qui sont archi méga compliquées. Mais dans tous les cas, la vie a un fucking putain de plan pour toi. Et il va juste falloir être patient, accepter ce qui se passe, même si c'est ultra méga difficile et challengeant. Mais dans tous les cas, tu t'en sortiras. Dans tous les cas, tu t'en sortiras. Waouh. Voilà, Très belle phrase de fin, Sylvia, très motivante. Et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, ce que tu viens de dire. j'espère. Écoute, on vient d'arriver à la fin de ce podcast. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps déjà de venir et d'avoir partagé tout ton parcours avec autant de Avec détails, plaisir. autant d'émotions et d'inspiration. J'espère vraiment que ça pourra parler à beaucoup de monde. Et écoute, j'aimerais juste te demander pour la fin, moi je te garderai juste après. Je vais couper le podcast et je te garderai 2 minutes après. Est-ce que tu auras un prochain invité à me recommander? Hmm. Première personne qui m'est venue en tête, c'est Maëlle. Maël? Ouais, ma meilleure amie, Ok. qui a vécu, enfin qui vit en même temps que moi des bouleversements, des transformations bien spéciales. Et je pense que ça peut être intéressant parce que de base, elle était coach sportive et elle est devenue thérapeute. Et au vu de ton métier et de ce qui est important pour toi dans tes valeurs, je pense qu'il y a des visions communes que vous pouvez partager et qui pourraient aider tes auditeurs. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Tu Voilà. n'hésiteras pas à m'envoyer son Instagram ou son lien pour la contacter. Et puis, Tu l'as partout sur mon Insta, moi. ok. Je lui proposerai de venir sur un prochain épisode, alors, avec plaisir. Ça marche. Écoute, super. Est-ce que tu as des questions ou un sujet que tu aurais voulu que j'aborde? Ou une question que même que tu aurais voulu que je te pose? Pas spécialement. Je vais juste rajouter une phrase par rapport à la spiritualité où j'en ai un peu parlé du coup durant le podcast. Sachez que de base, je suis une personne qui est ultra méga terre à terre. Si on m'avait dit il y a encore 1 an, 2 ans, que tous les jours je ferais de la méditation, du journaling, que je tirerais mes cartes, que j'aurais la foi, que je croirais en une force supérieure et ce qui s'ensuit, j'aurais rigolé et j'aurais dit ouais, c'est ça, allez, à d'autres. C'est, j'étais en position de je ne crois que ce que je vois. Sauf que il y a un moment donné, les gars, dites-vous juste, regardez, on est là, on est des humains, on a un cœur qui bat, on a un corps qui fonctionne. Il y a plein d'êtres vivants partout. Il y a les saisons. Enfin, on est sur un monde qui fonctionne. Comment ce monde fonctionne? Genre, juste si on prend 2 secondes et qu'on prend du recul, comment est-ce que ce monde peut fonctionner? Comment est-ce que quand tu es dans une situation compliquée et que tu demandes de l'aide, tu as des signes qui apparaissent dans ta vie? Et Le pouvoir des énergies, moi, ça me parle beaucoup aussi, hein. Donc, ouais. Et pour moi, c'est hyper important pour tous ceux qui sont très, très terre à terre de réussir un petit peu à vous ouvrir à ce monde spirituel. Je ne dis pas de le faire autant que moi, mais je vous garantis derrière que quand on fait confiance à l'univers et qu'on a la foi, c'est incroyable tout ce qui se passe dans notre vie. C'est incroyable. Mais il faut accepter de faire confiance. je pense que déjà, juste en faisant ça, en acceptant de se prêter au jeu, indirectement, en fait, on est attentif aux signaux, à tout ce qui se passe autour de nous.
Mm. Et c'est ce qui fait la Clairement. différence. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui a fait également la différence pour moi et ce qui continue de le faire. Donc, ok, écoute, super. Je te remercie encore, Sylvia. Et Avec plaisir. puis, on coupe ce podcast ici. Ne pars pas, Ça toi, hein. marche. Moi, j'arrête juste l'enregistrement. Là, Voilà, je reste.